3 vagues de chaleur, 33 jours de canicule, des températures hors normes. L'été a été suffocant. Qui dit canicule extrême dit augmentation bien sûr de la consommation d'eau, mais aussi évaporation des cours d'eau et donc menace sur notre eau potable. Emma Aziza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes hydrologue et fondatrice et présidente de Mayan. Cet été, nous a dit Météo France, a été le deuxième le plus chaud après 2003. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont sceptiques et qui disent que tout ça est assez exceptionnel et que ça n'a pas forcément se reproduire? On leur dit quoi? On leur dit qu'il faut peut-être regarder les années qui viennent de s'écouler et que chaque année nous raconte une nouvelle histoire de la France. Lorsqu'on regarde l'empreinte cette année de la sécheresse, on voit que le Maroc est concerné, l'Espagne est concernée, la Belgique, 95% du territoire de la Belgique a démarré l'été avec une sécheresse extrêmement sévère. Il faut imaginer qu'en Belgique, on est dans un territoire humide habituellement. Donc en fait, il y a quelque chose de nouveau qui se joue et puis les territoires dans lesquels on imaginait un impact potentiel du changement climatique ne sont pas ceux que l'on voit actuellement se mettre en place. Par exemple, la Bretagne, regardons les températures qui ont été atteintes, ou encore la Grande-Bretagne cet été. Donc on imaginait en fait que ce changement climatique allait surtout concerner le pourtour méditerranéen et on se rend compte qu'on n'est absolument pas prêt parce que toute la métropole est concernée. Cette année, on a tous les éléments. On a un hiver où on n'a pas de recharge dans nos nappes phréatiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette capacité de pouvoir tenir au printemps et jusqu'à l'été avec des recharges qui normalement arrivent l'hiver. Elles ne sont pas arrivées. Et ça, c'est vraiment la première fois. Ensuite, on cumule des mois entiers sans pluie, des températures toujours hors normes. Regardons le mois de mai. C'était le mois de mai le plus chaud jamais enregistré en France. Et là, on était encore avant le mois de juin qui nous a annoncé une nouvelle canicule. Ouais. Et pourtant, il y a eu des signes avant-coureurs depuis quelques années qu'on n'a pas voulu voir. Et en même temps, je me rappelle qu'en 2021, il a énormément plu, hein. Alors 2021 est une année très particulière parce qu'effectivement, on a eu ce que l'on appelle des phénomènes de gouttes froides. Ce sont des anomalies météorologiques qui se positionnent en général au large de l'Atlantique et qui génèrent des pluies très importantes. Elles ont généré des précipitations sur l'ensemble de la France. Par contre, en se chargeant en eau, ces basses couches d'air ont été poussées en direction de l'Allemagne et de la Belgique, et donc ont été à l'origine de la catastrophe. Donc il faut comprendre que ce qui est arrivé sur la France, c'est surtout le résultat d'un air froid qui essaye de se positionner là où il peut et qui génère à l'inverse des catastrophes extrêmes qui vont dans l'autre sens. Mais si on prend un tout petit peu plus de hauteur, on avait à ce moment-là un dôme de chaleur en Espagne, des températures caniculaires partout, que ce soit le Maroc, des feux en Tunisie immaîtrisables. On avait toute l'Italie et toute la péninsule ibérique qui était vraiment dans un état extrême. Donc on voit qu'à un moment donné, rappelons-nous des images de la Grèce et d'Athènes en 2021. Donc ça a été malgré tout l'année la plus chaude jamais enregistrée en Europe, même si en France on n'a pas été concerné. Il y a un avant et un après, encore une fois, ce qu'on a vécu cet été, où Je, on ne sait pas, où il faut être modeste, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. de ce que l'on voit, en tous les cas, et ce qui se dessine, c'est une nouvelle tendance. Une tendance où chaque année, il y a des éléments nouveaux, mais par contre, des températures toujours plus chaudes. Et donc, c'est sûr que si on regarde ce qui se passe au-dessus de nos têtes, on peut voir de la pluie, et on peut voir à un moment donné une bulle d'air froid. Mais si on prend un tout petit peu de hauteur, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui nous dépasse, qui est de l'ordre de l'hors norme et qui surtout arrive sur des territoires où on n'est pas préparé. En France, on n'est pas prêt parce qu'on est habitué à boire beaucoup d'eau, 512 milliards de mètres cubes d'eau annuels. Et donc, si on ne les a plus, on ne sait pas comment faire. Et la nouveauté, c'est effectivement que le fait que plus aucune région française ne soit à l'abri. Vous évoquiez effectivement la Bretagne, Brest, quasiment 40 degrés. Voilà, même la Normandie, enfin je veux dire... Exactement. Moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est en 2019, les feux que l'on avait qui se déclaraient dans les champs en Picardie. On n'est pas prêt en termes de sécurité civile à faire face justement à ces déclenchements de feux parce que toute la sécurité civile est à ce moment-là, durant l'été, sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Donc, ça signifie qu'il va falloir beaucoup plus de moyens de sécurité civile qui se déploient sur l'ensemble du territoire et surtout qu'on soit prêt partout, même si on ne sait pas où ça arrivera majoritairement. C'est un modèle pour nous, pour vous, l'Espagne, le Portugal, puisque eux-mêmes ont dû faire face avant nous à ce mur, à cette canicule, cette sécheresse et ce manque d'eau. Quand on regarde l'agriculture en Espagne, je ne suis pas sûre que ce soit un modèle. Au Maroc, on surexploite massivement les nappes, tout comme en Espagne. Je crois qu'il faut regarder ces exemples comme
peut-être des exemples sur lesquels on ne voudrait pas Des contre-exemples. effectivement aller comme une trajectoire, tout comme la Californie ou l'Australie. On a, j'ai envie de dire, maltraité le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on a oublié à un moment donné quelque chose qui est essentiel, c'est à quel point il est important que cette eau, elle puisse pénétrer dans les sols. Pour ça, il ne faut pas artificialiser nos sols. Et lorsque l'on voit toute cette bétonisation, effectivement, on se rend compte du chantier qui reste devant nous. Parce Mais que même pas quand la que. pluie elle tombe, elle va finir par tomber, ne serait-ce que parce que l'automne va arriver. La pluie ne nourrit pas bien la terre parce qu'il y a trop de béton. Enfin, Alors, ce qui va arriver avec cette période automnale, c'est vraiment le fait qu'on ait des précipitations souvent diluviennes. Mais tant mieux, Et on manque d'eau. S'il y en a beaucoup. Alors, sauf que s'il y en a trop, elles ruissellent dans un premier temps, et donc elles génèrent des inondations souvent violentes, notamment sur les routes, dans tous les axes où l'eau essaye de s'infiltrer. Ensuite, dans un deuxième temps, elle va effectivement être absorbée par le territoire, qui est une véritable éponge qui a soif. Donc, le territoire est capable d'avaler des millions et des millions de mètres cubes d'eau. Et puis, à un moment donné, quand le territoire se resature à nouveau, eh bien, on a les inondations catastrophiques que l'on peut connaître dans le pourtour méditerranéen. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'avers et le revers d'une même médaille. Et donc, attention à ce dérèglement du cycle de l'eau qui génère le fait qu'on ait soit trop peu, soit trop d'eau. Et donc, il faut effectivement Mais les nappes retravailler. phréatiques vont être rechargées cet hiver. Alors, oui et non, parce qu'elles seront rechargées uniquement dans les zones où on aura des précipitations. C'est-à-dire, toutes les autres zones où il ne pleut pas, eh bien, la sécheresse va continuer. Et il ne faut jamais oublier qu'une nappe qui se tarit peut mettre jusqu'à 10 ans avant de se renouveler et de se rééquilibrer. Et comme chaque année, elle subit à nouveau une nouvelle sécheresse, elle a de plus en plus de mal à trouver son équilibre. Donc, on va manquer d'eau. Encore une fois, c'est pas jouer à se faire peur, on va manquer d'eau. Je pense qu'on va Potable vivre dans les avec prochaines années. beaucoup moins d'eau et qu'il va falloir beaucoup mieux gérer l'eau. C'est-à-dire regarder maintenant qui sont les véritables utilisateurs de l'eau, décider ensemble de qui seront prioritaires dans des phases de manque intense et surtout décider de la trajectoire que l'on veut de ce commun qui est l'eau et qui appartient à tout le monde, mais surtout au milieu naturel, et on a tendance à l'oublier. Et avec aussi des décisions politiques peut-être à la clé pour lutter contre ce qu'on appelle les inégalités territoriales en matière d'eau et de stress hydrique. Ça existe, je ne sais pas, il faut plus de solidarité entre les territoires, parce qu'il y a plus d'eau à Paris qu'ailleurs, enfin oui, entre les régions, entre les collectivités. Alors effectivement, on n'est absolument pas tous égaux face à la question de l'eau. Lorsqu'on habite sur le bassin parisien ou par exemple sur Nice, on est connecté à des nappes phréatiques qui sont capables d'être résilientes durant des décennies et qui pourraient vivre des sécheresses durant des années et des années sans pour autant impacter la ressource en eau de ses habitants. Et à 10-15 km de là, on peut avoir une situation qui se transforme complètement parce qu'on a un sous-sol qui est différent et donc en réalité, on peut être complètement très vite déconnecté d'une ressource en eau et ne plus avoir d'eau dans son robinet alors que d'autres, au contraire, vont en avoir. Comment est-ce qu'on transporte cette eau ? C'est des questions qu'il faut se poser. On est capable d'amener des camions citernes dans des petits villages. Est-ce qu'on sera capable dans de très grandes villes? On doit se poser ces questions maintenant, parce que ça, c'est ce qui arrive devant nous. Donc voilà, ce sont des questions essentielles. Effectivement, moins utiliser d'eau. À notre échelle, il existe énormément de solutions, mais il faut le mettre en œuvre de manière massive et on n'a absolument pas le choix. Merci Emma Aziza. Merci. Je rappelle, vous êtes hydrologue et fondatrice et présidente de Mayan. Merci à vous.